Voilà, je lance simplement l'enregistrement pour avoir un fichier. Donc, on avait fait ceci et on avait trouvé, donc, après résolution, que XG valait normalement L cosinus 60 degrés moins le coefficient de frottement fois toujours L, hein, c'est bien homogène à une longueur, fois le sinus de 60 degrés, hein, 60 degrés étant l'inclinaison de l'échelle par rapport à l'horizontale. Ça ferait 1,5 1,5 unité. en mètres. Ouais, toujours pas d'accord. Moi, j'ai 0,9 mètres. 0, un petit décimal de plus. 94. C'est ça. Donc, normalement, si on fait l'application numérique, bien attends, on obtient ici 0,94 mètres. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que pour le point G situé entre ce point et 0,94 mètres, hein, donc ce point, quelle est cette dimension? Bon, on peut la calculer par l'intermédiaire du triangle rectangle. Eh bien, il y aura équilibre strict, hein, ça veut dire que les lois de Coulomb sera à l'intérieur du cône de frottement et évidemment, le système sera en équilibre. Et lorsqu'on sera exactement à 0,94, c'est le moment où la force sera exactement sur le bord du cône de frottement. Et en théorie, si on veut à peine dépasser ce point-là, eh bien évidemment, la force ne pouvant sortir du cône de frottement, ça veut dire que comme on ne peut pas dire aux lois de Coulomb faire sortir la force du cône de frottement, ça veut dire simplement que les équations d'équilibre ne seront pas vérifiées. Si les équations d'équilibre ne sont pas vérifiées, ça veut dire qu'il existera une accélération du point G qui permettra d'avoir non plus le PFS mais le PFD. Et ceci signifiera évidemment un mouvement de l'échelle. OK? Donc, on peut passer à la suite des deux autres petites questions qui étaient demandées, hein. Donc, la deuxième question, c'était de se remettre un petit peu à la place de la personne. On sait maintenant qu'il peut monter jusqu'à 0,94 en projection selon X. Donc, je rappelle que X, c'était cet axe-ci, hein. On avait pris ici Y, évidemment, vertical. Et donc, la question, c'est jusqu'à quel barreau il peut monter? On vous a dit, l'échelle a une longueur L de 5,1 mètres. OK. Et elle dispose de donc 11 barreaux placés de façon équirépartie par rapport au centre. Donc, il faut essayer de regarder. Hein, donc, vous imaginez hein, votre échelle. Hein, Il y a 16 barreaux par contre, monsieur. Il y a 16 barreaux, pardon. Donc, vous avez votre échelle. Hein, vous avez des barreaux espacés de 30 cm. De 30, oui, c'est ça. Alors, attendez, je relis Oui, c'est ça. le sujet. Hein, donc, 16 barreaux espacés de 0,3 mètres, hein, donc de 30 cm, symétriquement par rapport au milieu de AB. Donc, la question, c'est jusqu'à quelle longueur il va pouvoir monter. On va déjà transformer notre valeur XG. Hein, donc, je rappelle que la valeur XG, c'était une valeur sur la direction X, donc de la position. Alors, je vais la mettre un peu plus loin, hein, ici. Hein. C'était cette valeur-là. Hein. Donc, si je veux connaître sur l'inclinaison ici, qu'est-ce que je peux dire? J'ai une relation dans un triangle rectangle, encore une fois. Hein. Ça veut dire que si je me place ici, là, j'ai un triangle rectangle. Je cherche cette longueur-là, par exemple, en connaissant XG. Et évidemment, ici, on a l'angle de 60 degrés, qu'on retrouve évidemment ici. Hein. C'est le même angle. Donc, on peut déjà dire que la longueur ici, c'est l'hypoténuse de ce triangle, sachant qu'on connaît ce côté-là. Donc, je peux écrire déjà une relation qui sera que le cosinus de 60 degrés est égal à XG, le côté adjacent, sur quelque chose que je vais appeler LG, qui sera la longueur ici sur l'échelle. Donc, on en détermine tout de suite que LG est égal à XG divisé par cosinus 60. Et après, si je le représente, hein, donc par rapport au milieu de l'échelle, on a dit qu'il y aurait 16 barreaux. Hein. Alors, je ne vais pas en dessiner 16. Hein. Donc ici, on a 0,3 mètres entre chaque barreau. OK. Et donc, on a une longueur de 5. Et cette longueur LG que je peux calculer. Alors, est-ce que je l'ai calculé?
Donc, les barreaux, ouais, c'est ça. Donc, si on calcule un petit peu ça, le 10e barreau est à une distance du bord de 3,15 mètres. Alors pareil, hein, là, il faut calculer un petit peu. Hein. Vous avez la longueur totale, vous savez qu'ils sont espacés de 30 cm de façon symétrique. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire 16 fois 3, ça nous ferait combien de distance? 6 fois 3, 24. Donc, ça nous fait 4 mètres 40, non? Je me trompe? 4 mètres 80. 4 mètres 80? C'est ça, et ça laisse 15 cm de chaque côté. Donc en gros, le premier barreau ici, donc ça c'est le barreau numéro 1, est à 15 cm de l'extrémité. Donc là, si j'imagine que c'est le point B, ici le point A, le premier barreau est à 15 cm, donc 0,15 mètres. Et après, il y en a toutes les 30, donc le deuxième barreau, le troisième barreau, hein, donc ça c'est le barreau numéro 2, ça c'est le barreau numéro 3, c'est le barreau numéro 4. Et comme ça, je peux assez facilement calculer que mon 10e barreau, voilà pourquoi je l'ai mis à 3,15 mètres, c'est 10 fois 0,3 plus les 15 cm. OK? Et donc, si je regarde le calcul que j'ai fait avant, j'obtiens normalement... Monsieur, Ouais. ce serait pas 9 fois 0,3 plus 15 cm? Alors, 9 fois 0,3, bah non, il y a Parce 10 que... barreaux. Ah oui, oui, 10 barreaux, 9 espaces. Ouais, voilà. C'est ça. Donc, est-ce que j'ai tout décalé dans... Donc, on est d'accord que le premier barreau est à 15. Oui. Tout le monde est d'accord avec ça. Donc, premier barreau est à 15. Donc, mon 10e barreau serait... Donc, ça serait le 9e barreau. Ce que je crois tout à fait vrai. Hein. Donc, hop, j'efface un tout petit peu ça. Donc, je reprends mon trait en disant donc c'est le 9e barreau, puisque c'est le 10e espacement hein, qui est à 3,15. Donc, le 10e barreau serait, lui, à 32 plus, donc à 3,45. On rajoute 30 cm. Hein. Et si je calcule ce xg divisé par cosinus 60, hein, ce xg divisé par cosinus 60, ça va nous faire cette distance-là. Là, je n'ai pas fait l'application numérique, ça nous ferait donc 0,94 divisé par cosinus 60, c'est... Racine de 3,5. Cosinus 60, c'est racine de 3 sur 2. 1,5, pardon. 1,5. Donc, ça veut dire que je divise par 1,5, donc je multiplie par 2. Hein. Donc, 0,94 fois 2, ça doit nous faire 1,88. OK? D'accord, c'est pour ça que j'étais en très fin. Donc, ça signifie que nous, on cherche, en fin de compte, on sait qu'en théorie, la distance ici, maximum à laquelle il pourra monter, c'est 1,88 mètres. Donc, la question, c'est de savoir où est-ce que ça tombe dans les barreaux. Ouais. Donc, si j'ai dit 0,15 ici, donc on doit faire le complément à 5,1. Donc, ça veut dire que si je retire 5,1 à ce truc-là, combien il va me rester? Parce que vous voyez, je compte d'un côté ou je compte de l'autre. Hein. Vu que là, je suis parti de 1, ici, je suis en train de compter de ce côté-là. Ça reviendra au même, d'ailleurs. Oui, ça veut dire que simplement, je ferai le complément à 16 du nombre de barreaux. Hein. Si je cherche ici par rapport au chiffre de 1,88 mètres, donc 1,88, si je regarde les barreaux, donc le 16e barreau, il est à 0,15 du bord. Là, on rajoute 0,3, on va rajouter 0,3, on va rajouter 0,3. La question, c'est lequel va arriver proche des 1,88. Donc, si je réfléchis un petit peu, il m'en faudra combien? Donc, avec des 0,3, si j'en avais 5, ça me ferait 1,50 m. Si j'en avais 6, ça me ferait déjà 1,80 m plus les 15. OK? Donc là, monsieur, en fait, on fait 5,1 moins 1,88. Alors, soit on raisonne comme ça, soit on raisonne de la droite, soit on raisonne de la gauche. D'accord. Vous êtes d'accord que les barreaux, ils sont numérotés de bas en haut. Donc, Ah le, oui, premier d'accord. barreau, le premier barreau de l'échelle, il est évidemment ici. Le Oui. deuxième, le troisième, et ainsi de suite.
Vu que j'ai pris par rapport à la partie gauche, là, je suis en train de compter à partir des derniers barreaux. D'accord. Et donc, je raisonne sur un 88. Hein. Ouais. C'est similaire. Hein. Vous pouvez raisonner dans un sens comme dans l'autre. Ou sinon, faire le complément à 5,1 et raisonner par rapport au nombre de barreaux de 1 à n. Là, je suis plutôt en train de descendre de n à une valeur i que je suis en train de chercher. Et donc, comme je dis, j'ai théoriquement la capacité de monter jusqu'à la hauteur 1,88. Ça veut dire que je peux monter. J'ai toujours mes 15 cm de départ. Et si je prends, c'est ce que j'avais dit, 6 barreaux, donc si je prends le 6e barreau en partant d'ici, le 6e barreau, il va s'appeler comment? Ce sera le barreau 9 ou le barreau 10, que je ne me trompe pas. Donc ça, c'est le premier, ça, c'est le deuxième, c'est le 15, le troisième, c'est le 14, le quatrième. Donc celui qui sera juste avant, en fin de compte, C'est le 11. c'est le 11. Et évidemment, ici, il y aura le 10. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je monte au 10e barreau, je suis à l'intérieur du cône de frottement, je suis encore en équilibre. Et si j'essaie de passer du 10 au 11, je vais passer en dessous de cette valeur de 1,88. Et donc la conclusion est assez simple, il peut monter jusqu'au 10e barreau. Monsieur, Ouais, c'est pas jusqu'au 9e parce que j'ai fait en partant, ben, en ouais, de faisant l'autre côté. Ouais. Oui, voilà, en faisant de l'autre côté, je trouve 3,22 mètres. Donc c'est pile poil entre le Alors, 9 et 10. je suis entièrement d'accord avec les 3,22 mètres. Et à ce moment-là, on serait pas plutôt au 11e? Non, non, toujours au 10e. Et moi, je dirais 11e. Parce que le 10e barreau est à 3,15 mètres. Et c'est là où j'ai fait une erreur, c'est que j'ai fait 10 fois 0,3 plus 0,15. Ça serait 9 fois 0,3 plus 0,15. Ouais, donc en fait, on est au 11e. Donc ça serait jusqu'au 11e. Donc le 11e, on avait dit que si on partait de ce côté-là, il était à 0,15, plus entre 11 et 16, il y a 5 espaces. Donc ça ferait 1,50 m plus 0,15, ça ferait 1,65 m. Donc celui-là, il ne passe pas. Si on rajoute 0,30, ça nous fait donc entre 10 et 16, ça nous fait 6 espaces, on est d'accord? 3 et 3, 6. Et donc 6 fois 0,3, 1,88, 6 fois 3, 18, donc 1,80 plus 15, oui, ça fait 1,80, non, ça fait 1,95, ça. Donc je suis d'accord avec les 3,22, mais on monte quand même que jusqu'au 10e, non? Vous me faites douter. Est-ce que c'est. Alors, ce que j'avais dit, alors si je reprends ce que vous m'avez dit, le 9e barreau, donc pour vous, il monte jusqu'au 9e, puisque vous êtes à 3,22. C'est ça, Sarah? Ben oui, puisque le 10e, il a 3,45, donc on dépasserait. C'est ça. Donc, je barre ça et je dis que c'est jusqu'au 9. Et on doit avoir le même raisonnement de l'autre côté. Oui? Ben, normalement. Ben oui. Normalement, ça ne doit pas changer le raisonnement qu'on prenne de la partie gauche de l'échelle ou de la partie droite de l'échelle. Donc, si je regarde, alors je pourrais aussi essayer de traiter ça un petit peu en faisant une sorte de tableau. Hein. On est d'accord que si je numérotais, ici j'ai 1, 2, 3, donc j'ai mes numéros de barreaux. Hein. On va y arriver assez rapidement comme ça aussi. Hein. 7, 8, 9, 10. Donc le premier barreau est à 0,15, le deuxième est à 0,45, le troisième est à 0,75. Excusez-moi d'écrire si petit. Le quatrième est à 1,05, le cinquième est à 1,35, le sixième est à 1,65, le septième est à 1,95, le huitième est à 2,25, donc ça passe toujours. Le neuvième est à 2,55. Ouais. 2,55, ça passe toujours, non? Oui. Le dixième, 2,85. Le 11e barreau, 3,15. D'accord? Et là, j'avais dit le 9e à 3,15. Pourquoi? Parce que j'étais de l'autre côté. Et que si je fais la somme, non.
Je continue. Le 12e est à 3,35, 3,45. Le 13e est à 3,75. Le 14e est à 4,05. Il y a un problème. Le 15e est à 4,35. Le 16e est à 4,65. Et là, j'ai un problème parce que je n'ai pas mes 15 cm qui restent pour faire 5,1 mètres de longueur. Quelle bêtise ai-je faite? Bon, il faut qu'on y arrive quand même. Donc là, j'ai bien rajouté 30, 35, 65, 95, 95 de 25, de 25 et 30 de 55, de 85, 5, 6, 7, 8. Je rajoute 30, on est bien à 3,15, 3,45, 315, 14, 15, 16. Qu'est-ce qui ne va pas? Je pense que c'est parce qu'on s'est dit qu'il y avait 16 barreaux, mais c'est 16 espaces qu'il faut. Enfin, là, il C'est manque ça. un espace. C'est ça. C'est le problème entre les espaces et les barreaux. Ouais. Il n'y a qu'entre Ouais. deux barreaux, il y a un espace. Entre trois barreaux, il y a deux espaces. Donc là, on a un petit bug. Donc ça empêche. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends, est-ce que le problème est mal posé? En fait, on a 17 espaces. C'est ça. On a 17 espaces, mais si on a 17 espaces, ça veut dire qu'on a 17 barreaux. Non? Non, non, vos barreaux, c'est là, c'est les petites barres entre les 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Eh ben là, il y en a 16, mais il manque le dernier espace après le dernier barreau, là. Ouais. En gros, le premier espace, ça fait, je pense que ça fait 20 ou 30 premier- cm. Le premier 30 pas à centimètres. 0,15 pour vous? Ouais, peut-être qu'il serait à 30, à 0,30. D'accord. Et... Parce que ce qui était marqué dans le sujet, c'était 16 barreaux espacés de 0,3 mètres. Ouais, ça fait 15 espaces normalement, ça. Et c'est là où il y a un petit problème, c'est que si j'ai 15 espaces, parce que j'ai 16 barreaux, si je multiplie ça par 0,3, j'obtiens 4,50 m. En fait, c'est qu'il y a 15 espaces s'il n'y a pas d'espace après le dernier barreau. Parce que si on compte les espaces après le dernier barreau, ça fait 17 espaces en fait. C'est ça. Oui, mais il y a un espace vide entre guillemets au début et à la fin. Et Ah. en gros, j'ai fait une échelle symétrique. Bah, du coup, il y a 17 espaces. Il y a S'il y a 17 espaces, ça veut dire qu'il y a 18 barreaux. Non, 16. Parce qu'il y a espace, barreau, espace. Et les Pas espaces pour... du bout et de la fin, c'est ça? Oui, voilà, Oui, c'est ça. c'est ça. Et en fait, on n'a pas 0,15 au début à la fin, on a 0,3 au début à la fin. Et ça nous arrangerait. Et ça nous arrangerait, on aurait 5 mètres 1. C'est ça. Parce que si j'ai donc mon espace de départ qui est à 0, donc vous m'avez dit 0,30, le double, ça veut dire que là, je rajoute 0,15, que je vais propager jusqu'à la fin. Ce qui veut dire que là, ça va monter à 4,80. Et si je rajoute 0,15, ça ne me le fait toujours pas. J'ai toujours pas la bonne longueur. Vous m'avez dit combien au départ? Non, c'est 0,30 à rajouter à la fin aussi. Mais si on passe de 0,15 à 0,30, ça veut dire qu'on rajoute 0,15 au début, on rajoute 0,15 à la fin. Oui. Donc au total, ça fait même si je rajoute 0,30 avec mes 4,65, il m'en manque un petit peu. Bah, c'est alors... ouais, c'est bizarre. Le problème, c'est que comme il a été posé, alors c'est moi qui l'avais posé ce sujet, j'avais écrit ce petit truc-là, et a priori, j'avais donné des corrections fausses, c'est ce qui m'embête un petit peu. On ne va pas perdre trop de temps là-dessus. Hein. Si on part sur ce truc de 16 barreaux, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que si je reprends de la base pour essayer de faire un raisonnement propre, s'il y avait 16 barreaux espacés de 0,30, ça fait 15 espaces. 15 espaces fois 0,3, ça me fait 4,50. OK? On sait que l'échelle fait 5,1. Donc ça veut dire que il me reste 0,60. Et ce 0,60 doit être réparti entre 0,30 au début et 0,30 à la fin. OK?
Ça marche. D'accord? Si j'ai bien 16 barreaux espacés de 0,30, ça veut dire que j'ai 15 espaces entre ces 16 barreaux. Ces 15 espaces faisant 0,30, j'ai 4,5 mètres entre guillemets entre le barreau 1 et le barreau 16. Comme l'échelle fait 5,1 mètres, ça veut dire qu'il me reste 0,6 mètres à répartir entre le début et la fin. Ce qui veut dire qu'il me resterait 0,3 mètres ici, 0,3 mètres ici. Qui reviendra au même que comme si j'avais entre guillemets un dernier barreau. C'est comme si on revenait à notre échelle à 18. Et il y aurait 17 fois 0,3. Et 17 fois 0,3, ça doit bien faire 3 fois 7, 21. Ça doit bien faire 5,1 mètres. OK? Oui, en fait, c'est ce que disait Maxime, il y a 0,3 mètres de chaque Il y a côté. 0,3 sur le premier. Et Et 0,3 à la fin. Voilà. Donc lui, il est à 0,3 et pas à 0,15 comme je le disais. Le premier barreau donc, est à 0,30 ici. Le deuxième, 60, et ainsi de suite. Pareil dans l'autre sens d'ailleurs. Ça marche pareil. Et si je reviens sur ce raisonnement-là, donc si le premier est à 0,30, ça veut dire que pour avoir 1,88, qu'est-ce que je peux faire avec mes 0,3? Donc 0,3, je refais un petit peu. 0,3, c'est la position de mon 16e barreau. 0,6, c'est la position du 15e barreau. 0,9 est la position du 14e barreau. C'est toujours inatteignable, entre guillemets. On est par rapport au 1,88 que je cherche. Si je prends le 13e barreau, il est à 1,2 m. Le 12e barreau, il est à 1,5 m. Le 11e barreau est à 1,80, donc je ne peux pas y monter. Et par rapport à ce raisonnement-là, le 10e barreau, je peux y monter puisqu'il est à 2,1 m. Donc je revaliderai mon résultat de 10. Et oui. Qui me dit quelque chose là-dessus? Moi, je pense avoir la même chose. Ouais. Et donc je revaliderai le 10e barreau. Et si je reprends dans l'autre sens par rapport au raisonnement que m'a dit Sarah, qui me parlait donc que cette position, évidemment, et ça ne peut être que juste, puisque ça doit être 3,22 mètres. Eh bien, on doit avoir à peu près la même chose. Hein. Si je le fais rapidement, pour ne pas avoir à faire tous les calculs, si je vais du barreau 1 au 11 pour faire vite, j'ai 3 mètres plus les 30, ça fait 3,30, ça ne passe pas. Donc, je ne peux pas monter au 11e. Donc ça veut dire que cette partie-là, c'est 0,3 mètres par rapport à la façon dont on a défini le sujet. Le premier et le dernier des barreaux sont placés à 0,3 mètres. Donc on a 0,3 pour le premier. Et comme je disais, si je vais jusqu'au 11e, j'ai 10 espaces, ça me fait 3,30. Donc le 11e barreau n'est pas accessible. Ça marche, Sarah, ou non? Oui, oui, c'est bon. Et donc on est tous d'accord sur le fait que le bon résultat était 10e. Il peut atteindre le 10e. Et pas plus. S'il essaye de monter sur... Le 10e barreau est en fin de compte à 0,3 plus 9 fois 0,3, donc 10 fois 0,3, il est à 3 mètres. Donc 3 mètres pour 3 mètres 22, ça passe. Le 11e barreau serait à 3,30. 3,30 pour 3,22, ça passe pas. OK? Enfin, je vais faire un petit coup de souligner en rouge, hein, vu comment j'ai galéré pour faire cette question. Hein. 10e barreau. Des fois, voilà, un chiffre, ça peut être compliqué. Voilà, c'est toujours ces histoires de nombre d'espaces, d'intervalles entre les... Et la dernière question de ce sujet, hein, qui était évidemment la présence, je n'écris pas en rouge là, la présence de frottement en A, qu'est-ce que ça va faire par rapport à cette histoire de nombre de barreaux sur lequel on va monter? Alors, qui peut me proposer un raisonnement, enfin, une réponse déjà? Alors, je peux le faire graphiquement hein, pour montrer un petit peu les choses. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? S'il y a du frottement, est-ce qu'il va pouvoir monter plus haut ou moins haut? Plus haut, non? Plus haut. Plus haut.
Et pourquoi? Parce que du coup, l'échelle va avoir moins tendance à glisser. Eh oui. L'idée, c'est que le frottement s'oppose toujours au mouvement. Donc là, lorsqu'on réalise, alors je vais le faire un petit peu en couleur, hein. Je vais mettre les couleurs rouges. Hein. Ce qu'on avait au niveau des données du problème, c'était le fait que la gravité est toujours une force portée par la verticale. On savait que la force ici, elle allait être inclinée selon le cône de frottement. D'accord? Et évidemment, pour qu'il y ait équilibre, il faut que la force, elle passe, la troisième, par cette intersection-là. D'où l'idée que là, on serait à l'intérieur du cône de frottement. Si ici, je place une droite horizontale, c'était la direction qu'on avait trouvée. Je vais effacer un petit peu certains objets parce que ça me semble... Alors, celui-là que je vais effacer, ouais, c'est pas ce que je voulais faire. Est-ce que je peux saisir cet objet-là? Ouais, je l'enlève pour l'instant. Non, ce n'était pas celui-ci que je voulais enlever, c'était la droite verticale. Bien à toi. Donc là, on avait l'inclinaison avec le cône de frottement. Hein. Donc je vais représenter à la limite le cône de frottement avec une droite. Je vais récupérer celle-ci. Non, bouge pas toi. Et donc ce qui se passe, c'est qu'évidemment, s'il y a frottement A, ça veut dire que la force, elle ne va pas être selon la normale, mais elle va être inclinée dans le sens qui s'oppose au mouvement. Ça veut dire qu'on va la retrouver inclinée comme ceci. Et ce qu'on voit, c'est que la valeur sans frottement qu'on trouverait limite, elle est ici. Donc en gros, tant que le poids est à l'intérieur, voilà, si le poids est ici par exemple, eh bien, on voit bien que la force va s'incliner, elle va se redresser, elle sera à l'intérieur du cône de frottement. Donc je vais le dessiner ce cône de frottement d'ailleurs, si ça sera plus parlant. Hein. Est-ce que je peux saisir cet objet? Oui, je peux le déplacer ici. Hein. Et je vais essayer de dessiner donc le cône de frottement en A. Donc je reprends. Donc ici, on a le demi-cône de frottement, hein, puisqu'évidemment, je dessine que la partie utile. Hein. Je peux essayer de faire un tout petit peu mieux sur l'extrémité ici. Voilà, donc là, on a le cône de frottement. Hein. On sait très bien que lorsqu'il y aura inclinaison sur le bord du cône du frottement, on sera à la limite du glissement. L'intersection de la droite horizontale passant par A et de la droite du bord du cône de frottement donne la position de XG limite sans frottement. Et qu'est-ce qu'on aperçoit? Ben évidemment, si cette force, elle peut s'incliner vers le haut, dû au frottement, ben la position de XG va être un petit peu décalée par la gauche. Vous voyez, hein, si je reprends le stylo, on voit bien qu'ici, hein, si je continue cette droite, l'intersection ici va être un peu plus à gauche que celle-là. Donc, il pourra monter plus haut grâce à la présence de frottement en A. On peut aussi dire donc la présence de frottement en A stabilise l'échelle. Donc, XG maxi avec frottement sera normalement, je vous rappelle que c'était plus petit que XG maxi sans frottement. D'accord? Donc, en gros, il pourra monter légèrement plus haut grâce au fait que la force va pouvoir s'incliner dans le bord du cône de frottement. Et dans ce cône de frottement, alors je peux aussi le dessiner un petit peu. Hein, le cône de frottement, c'est pareil, c'est le demi-cône qui est ici. Hein. Et pareil, le demi-cône qui m'intéresse, hein, c'est celui dont la composante tangentielle va s'opposer au mouvement relatif du point A. On est d'accord que le mouvement de l'échelle, hein, c'est un glissement vers le bas. Donc, si le mouvement de l'échelle V de A de l'échelle par rapport au sol est vers le bas, ça veut dire que l'action mécanique du sol sur l'échelle va être vers le haut, la composante tangentielle. C'est pour ça que j'ai dessiné cette partie-là du cône de frottement. Et on voit bien que l'intersection qui était ici sans frottement, bah, elle va être ici avec frottement. Donc évidemment, le XG sera plus petit. Si le XG est plus petit, ça veut dire qu'il pourra monter plus haut. Par contre, ça ne change rien à la nature arc-boutante du problème. Ça veut dire que s'il y a équilibre, c'est équilibre, quelle que soit la norme de la force. S'il n'y a pas équilibre, ça ne sera pas équilibre, quelle que soit la norme de la force. OK? Bon, on vient de terminer cette partie-là de l'exercice. Hein. Comme je l'avais dit, hein, c'est un petit exercice que j'avais fait pour un DS, et plus ou moins bien posé.
Alors, je passe à d'abord un petit point que je voulais vous montrer. Alors, ceci est une documentation que j'ai récupérée sur un cours qu'avait fait un collègue qui avait récupéré ces données depuis des essais qui avaient été faits par la SNCF, hein, sur ce qu'on appelle des bogies, hein. Une bogie, hein, c'est simplement les trains roulants de train, hein. Je vous rappelle que c'est un ensemble de deux roues, hein, qui est en général placé à la liaison de deux cabines, hein, qui permet évidemment de guider la cabine sur les rails. Et donc là, ce que vous voyez, hein, en ordonnée, c'est le rapport, alors qu'ils appellent mu, hein, j'expliquerai pourquoi, qui est tout simplement le rapport de T sur N. Donc quelque part, c'est un petit peu le coefficient de frottement, mais on va voir des choses. Qu'est-ce qu'il y a en abscisse? En abscisse, c'est la vitesse de glissement. Ça veut dire qu'on passe de 0, qui est quasiment, il n'y a pas de glissement, à 1, qui est appelé la roue bloquée, ça veut dire qu'il y a une totalité du glissement. Alors, il ne faut pas prendre en compte le fait que le premier point, il part de 0, hein. Ça veut dire que là, si je voulais un petit peu annoter ce truc-là, il faudrait imaginer qu'ici, la mesure a été mal faite et que c'est plutôt un trait horizontal. Et donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que quand il n'y a pas de glissement, il y a un coefficient de frottement équivalent qu'on appellerait le coefficient de frottement statique, on va dire à 0,21. Que il commence à y avoir un petit peu de glissement, il y a un effondrement de ce coefficient de frottement, et qu'après, il y a des phénomènes physiques très complexes qui font qu'il remonte et qu'il finit par redescendre jusqu'au moment où il atteint le coefficient de frottement de glissement. Et donc, si je change de couleur et que je me mets un petit peu avec un... Qu'est-ce qu'on fait en modélisation quand on vous dit qu'il y a du frottement statique et du frottement dynamique? C'est tout simplement qu'on modélise cette chose-là par quelque chose de constant, ici, qui sera évidemment le coefficient de frottement statique. Et évidemment, dès qu'on a dépassé un certain seuil, on met une droite, et ça sera le coefficient de frottement dynamique. C'est évidemment une modélisation, comme vous remarquez, qui est très grossière par rapport à l'allure réelle de cette courbe. Et donc, voici ce qu'on appelle le coefficient de frottement statique, hein, qu'on peut appeler aussi le coefficient de frottement d'adhérence, FA. Et celui-ci, c'est le coefficient de frottement dynamique, ou coefficient de frottement de glissement, hein, qu'on peut appeler aussi FG. Et donc, quand on fait une modélisation, on dit qu'il y a du frottement statique et du frottement dynamique, on néglige toute la forme réelle de cette courbe, hein, qui est évidemment une courbe spécifique au contact acier sur acier des roues de train. Attention, hein, tout ce qui est contact ne fait pas obligatoirement ce genre de choses. Alors, pourquoi c'est aussi complexe? Eh bien, évidemment, quand il y a du glissement, il peut y avoir des phénomènes de soudure, hein, des phénomènes d'échauffement localisé, hein, qui ont tendance à faire changer ces choses-là. Il peut y avoir des phénomènes chimiques aussi, hein. Et si les matériaux ne sont pas les mêmes, il peut y avoir des liaisons chimiques qui se font entre, par exemple, de l'acier, du cuivre ou des choses comme ça. Ça crée des composés dans l'interface, hein, et tout ceci rend le phénomène très, très complexe. Donc, tout simplement pour dire, hein, si j'ai rajouté cette petite information avant de passer à la suite, hein, c'est que la notion de frottement, hein, tous les gens qui sont spécialisés dans l'étude du frottement, hein, ce sont des gens qui ont même un nom, hein, c'est ce qu'on appelle la tribologie, hein. Il y a d'ailleurs un très bon, je vous l'avais partagé par rapport aux engrenages, hein. La tribologie, c'est tous ces gens qui s'occupent justement des frottements de matériaux, hein, en fonction des types de matériaux, des vitesses, des températures, de tous les paramètres physiques qui peuvent intervenir, hein. Et évidemment, hein, si vous êtes quelqu'un qui travaille dans la tribologie, hein, vous êtes un tribologue. Très joli mot, hein. Et vous voyez, hein, que ce n'est pas du tout quelque chose de simple, hein. Si on veut le modéliser de façon simple, on met deux coefs, hein, un frottement d'adhérence, un frottement de glissement, hein. Lorsqu'on veut rentrer dans la réalité, c'est-à-dire que les gens qui font évidemment des choses plus pointues vont être obligés de modéliser cette chose-là par une équation plus complexe que deux constantes avec deux domaines, quoi. D'accord? Là, les deux domaines, hein, ils sont ici, hein. Donc à gauche, c'est l'adhérence et à droite, c'est évidemment le glissement. Mais comme vous voyez, c'est plus complexe, hein, en fonction de la vitesse de glissement. Pour des vitesses de glissement, vous voyez, de l'ordre de grandeur de 0,14 fois la vitesse de glissement totale, eh bien, on a un maximum, hein, comme si on retrouvait de l'adhérence, hein, qu'on repère après avec de nouveau du glissement. Et évidemment, on parle de contact solide-solide, hein. On ne parle pas du fait qu'on va pouvoir mettre, évidemment, de la lubrification, hein, s'il y a de l'eau, s'il y a des résidus d'huile ou peut-être de la corrosion, ça peut encore modifier les choses, quoi.
Je vous rappelle que l'acier se corrode assez naturellement et qu'évidemment, l'association de l'oxygène avec l'acier va modifier aussi ce qui se passe au niveau du contact de la roue sur le rail. Donc, c'est réellement un domaine qu'il faut prendre avec… C'est pour ça que je vous disais, vous voyez, les coefficients de frottement, on n'a pas beaucoup de chiffres significatifs, on n'en aura jamais parce que ça n'a pas d'intérêt de dire que ce coefficient de frottement, vous voyez, l'endroit où j'ai tracé cette horizontale, il est très discutable. Si on voulait être dans le pire des cas, je l'aurais tracé plutôt à partir du point C, et ça m'aurait donné un frottement de glissement dans les 0,07. Si je voulais être au contraire très maximisant dans mon modèle, j'aurais pu le mettre à 0,15. Donc vous voyez qu'entre 0,07 et 0,15, il y a quasiment un facteur 2. Donc quand on prend déjà un facteur 2 dans nos modèles, eh bien, évidemment, on ne peut pas demander au modèle d'aller avoir des coefficients avec beaucoup de précision. Il faut faire attention à tout ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Alors, on passe à la suite, qui n'était pas du tout mon fait, qui était exactement un extrait de sujet de concours, qui s'appelait un robot IBIS, qui était donc, comme je vous avais dit, un système d'étude du développement embryonnaire en apesanteur. Donc, en gros, des gens qui se posaient la question de est-ce que, par exemple, un embryon de crustacé se développe aussi bien en apesanteur qu'en pesanteur? Ça paraît stupide, mais quand vous regardez ça un petit peu sérieusement, vous vous rendez compte que la présence de gravité permet entre autres aux œufs de se tourner. En gros, comme le principe du flotteur, ils ont tendance à se tourner grâce à la gravité. Si vous n'avez plus de gravité, ils ne peuvent plus se tourner. S'ils ne peuvent plus se tourner, est-ce qu'ils arrivent à se développer? C'était ce genre de questions que cherchaient à répondre à certains chercheurs, parce que, bon, évidemment, si on peut faire… on va dire se reproduire des animaux en apesanteur, ça veut dire qu'on peut faire un petit peu de l'élevage en apesanteur, donc ça peut donner des sources de protéines pour nos astronautes et ça peut être intéressant, sauf si évidemment ça ne marche pas. Donc on s'intéressait à un ascenseur à cassette, qui était donc ici, on a la cassette qu'on appelle la pièce 5, qui était donc en liaison, en translation par rapport au bâti. Cette cassette était ce qu'on appelle indexée, c'est-à-dire qu'il y avait 4 billes qui étaient poussées dans 4 encoches. Et ces 4 billes permettaient de coincer ou non la cassette. Pourquoi il y avait des cassettes? Tout simplement parce que pour faire des expériences de biologie, il faut un groupe témoin, comme ce que ne sait pas notre éminent scientifique, M. Raoult. Il faut un groupe témoin. Ça veut dire qu'en gros, il y avait des cassettes qui étaient soumises à la pesanteur simulée. On faisait tourner les cassettes dans une centrifugeuse qui était donc toujours âgée. Et il y avait des cassettes qui étaient, elles, en apesanteur. Et comme ça, on pouvait comparer parce qu'évidemment, par exemple, le décollage, toutes les cassettes au décollage prenaient de très fortes accélérations, comme toutes les pièces, comme les pilotes, comme toutes les pièces de la fusée. Et évidemment, ce qu'on voyait sur les cassettes qui étaient en apesanteur, si ça n'avait pas pu être comparé avec des cassettes qui étaient aussi en pesanteur simulée et qui auraient subi les mêmes conditions de décollage, ça n'aurait pas permis de faire une vraie comparaison. D'où l'idée que l'instrument IBIS, je vous passerai peut-être un petit document là-dessus, était un instrument qui avait été développé par le CNES, qui était justement un dispositif d'étude. Donc, les astronautes ouvraient ces petites cassettes, injectaient de quoi féconder les œufs de crustacés qu'il y avait dedans, et après vérifier s'il y avait un développement normal dans les cassettes test par rapport aux cassettes en gravité simulée. Une gravité simulée, c'est pas dur, on fait tourner les cassettes et on les fait tourner à G. On leur fait subir l'accélération de la pesanteur. Donc, dans ce sujet de concours, j'ai repris juste la partie statique. On vous dit plein d'hypothèses. Le poids de toutes les pièces sera négligé, ce qui paraît assez logique pour un mécanisme qui sera en apesanteur. L'action mécanique exercée par le coulisseau. Donc, le coulisseau, c'est ce qui va permettre de sortir et de rentrer la cassette de son logement, est représenté par une force qui est ici moins FE dans la direction X. Or, pareil, ici, vous voyez marqué FE sans vecteur. Il faut bien penser que la force, ça sera plutôt moins FEX. Bon, c'est ce qui était marqué aussi dans le sujet. Les liaisons entre les billes, on les considère toutes identiques et elles se font par l'intermédiaire de contacts ponctuels qu'on a représentés sur la page précédente. Excusez-moi. Donc, voici un zoom. Ici, vous avez la cassette. Donc, c'est ce qu'on avait représenté ici. Donc là, vous avez la cassette qui est ici. Et évidemment, on vous dit, on va essayer de sortir la cassette vers le haut. On ne tolère qu'un seul type de mouvement de la bille par rapport au bâti, c'est une translation horizontale. Donc en gros, la bille, quand elle va se déplacer, elle va partir obligatoirement comme ceci. Vous comprenez bien, si on tire la cassette par là, pour qu'elle puisse faire sortir, il va falloir que la bille se déplace. Ce qui est complexe, c'est qu'elle pourrait translater et tourner. Là, on vous dit, par hypothèse simplificatrice,
la bille ne peut faire qu'un seul type de mouvement, c'est une translation horizontale. Et donc, comme c'était un sujet qui était un sujet petite mine, à l'époque qui se passait en première année, hein, c'est très guidé. Hein. Je vais commencer évidemment par la première question, hein, et il faut bien comprendre que c'est vraiment comme ça qu'il faut rédiger et poser le problème. On vous dit dans cette première question, représentée sur le schéma ci-dessous, hein, que vous avez, j'espère, le support et le sens du vecteur A5,1, donc l'action de 5 sur 1, qui modélise l'action de la 5 sur 1 à la limite de l'extraction. Donc, sur quoi il faut raisonner? Sur les lois de Coulomb et les lois de Coulomb du glissement. Donc, la première question qu'il faut que je me pose, et ça, je vais écrire ça en noir, c'est quelle est la direction du vecteur VA. Alors, comme je m'intéresse à l'action de 5 sur 1, ça veut dire que je vais regarder la vitesse de VA de 1 par rapport à 5. Donc ça, c'est la première question. Quelle est la direction de la vitesse du point A pris dans le mouvement de 1 par rapport à 5? Donc ceci, je vais le représenter. Donc si on tire la cassette vers le haut, on imagine qu'on est un observateur qui est lié à la pièce 5 et qu'on regarde comment se déplace le point A. Donc maintenant, il n'y a que deux choix, soit c'est vers la gauche, soit c'est vers la droite. Qu'est-ce que vous auriez tendance à me dire? Alors, vous pouvez dire gauche ou droite, hein, si vous voulez. Vers la gauche. Et vers la gauche. Tout le monde est de gauche? Oui. Donc c'est bien le bon résultat. Hein. Si on tire la cassette, hein, donc on est dans, je rappelle, hein, pour le raisonnement, on est accroché à la pièce 5 hein, et on regarde comment s'en va le point A appartenant à 1. Bien évidemment, si la cassette monte, le point A va devoir se déplacer vers la gauche. Donc ça veut dire qu'a priori, je peux représenter, je vais le faire en rouge, non en vert, comme ça les forces, je les mettrai en rouge. Je peux représenter la direction du vecteur VA15 hein, comme ceci. D'accord, VA15, je ne connais pas sa longueur, hein, mais son sens, ça va être comme ceci. Donc ceci va me permettre de faire quoi? De représenter maintenant l'action A5,1. Cette fois-ci, comme c'est une action mécanique, je vais la mettre en rouge. La première chose qu'il faut que je fasse, c'est que je mette en place la normale au contact. Donc la normale au contact, celle qui va m'intéresser, donc je vais le réécrire ici en rouge. Ce qui m'intéresse, c'est l'action mécanique A de 5 sur 1, puisqu'on va isoler la bille 1. Donc on va refaire le bilan des actions mécaniques qui s'exercent sur 1. Donc c'est pour ça que ce qui m'intéresse, c'est l'action A5,1. Donc si je veux parler de l'action A5,1, ça veut dire qu'il va falloir que je décompose avec la normale que je vais appeler N5,1, c'est-à-dire la normale orientée de 5 vers 1. Ceci, je la représente. Évidemment, elle est placée au point A et elle est normale au contact. Donc ceci étant la normale N5,1. Donc déjà, les lois de Coulomb me disent une première chose, c'est que si le contact respecte les lois de Coulomb, il y aura une composante normale dans ce sens-là. Et maintenant, qu'est-ce que me disent les lois de Coulomb? Elles me disent que la composante T5,1 va être telle que le produit scalaire T5,1 scalaire V1,5 est négatif. Donc obligatoirement, ça signifie qu'en reprenant un trait, la composante tangentielle va être dans cette direction. OK. Et maintenant, je reprends aussi le sujet où on me dit que le contact se fait de façon à ce que le contact au niveau de F égale 0,3. Donc ça signifie quoi F égale 0,3? Ça veut dire qu'ayant choisi une certaine valeur de composante normale, la composante tangentielle sera égale à 0,3 fois la composante normale. Donc ça veut dire que si je prends maintenant une force, alors je vais essayer de le faire bien. Donc ici, il faut que je m'incline de façon à ce que la composante normale et la composante tangentielle soient à peu près dans un rapport 1 tiers. Donc voici la direction de l'action mécanique qui s'appelle A5 sur 1. Et évidemment ici, vous avez par rapport à la normale l'angle de frottement qu'on appelle phi.
OK? Donc, vous voyez que ça, c'était la direction de T5, 1. Et comme je disais, si je choisis ici, alors je vais le faire en très fin, si je choisis une certaine composante normale, eh bien, je mets un tiers, enfin 0,3 fois cette composante normale en composante tangentielle. Ouais. Donc, j'ai plus qu'une seule inconnue ici. Si je connais n, je connais t grâce au coefficient de frottement. Et donc, je rappelle que A5,1 s'écrira évidemment une composante normale que j'écris N5,1, plus une composante tangentielle qui, elle, est vectorielle, qui va s'écrire T5,1. Et la somme de ces deux composantes, normale et tangentielle, me donne l'action globale au niveau du contact ponctuel A5,1. C'est clair pour tout le monde? Oui. Ouais? Pas de problème. Donc, même motif, même punition en D. Donc, si je me pose la question en D, ça veut dire que ce qui va m'intéresser, c'est l'action D01. Donc, je vais évidemment regarder la direction du vecteur VD. Donc, j'inverse l'indice, hein, vu que ce qui m'intéresse, c'est de 0 sur 1. C'est la vitesse du point D de 1 par rapport à 0. Donc, il faut que je connaisse la direction du vecteur vitesse de glissement VD1, 0. Donc, même motif, hein, ici, je peux remettre une normale. Hein. Je vais le faire, hein, ça va vous permettre de garder un petit peu de temps pour réfléchir. Hein. Ici, il va y avoir la normale orientée de 0 vers 1, qui va évidemment être une droite verticale comme ceci. Je vais la faire un peu plus petite, hein, pour ne pas venir sur l'autre. Ceci étant donc la normale qu'on appelle n de 0 sur 1. Et maintenant, la question, c'est si je connais la direction de VD, je vais pouvoir trouver la direction de la composante tangentielle qui exerce 0 sur 1. Évidemment, il faut bien penser aux indices qu'il faut tourner. Donc, il faut répondre à cette première question. Quelle est la direction de VD de 1 par rapport à 0? Vers la gauche ou vers la droite? C'est vers la droite, non? Alors, un premier à droite. Non, c'est vers la gauche. Il va vers la gauche. Vers la gauche. Il est tiré. Vers la gauche, je veux dire. Parce qu'il n'y a pas de roulement. Ah, ça, il n'y a pas de roulement. On vous dit le seul mouvement possible de la bille, c'est une translation. Je Donc, dirais en gros, quand vous montez la cassette, la bille, elle doit s'en aller, hein, pour pouvoir désindexer, entre guillemets, la cassette. Et ceci, évidemment, entraîne normalement. Alors, pareil, hein, si j'essaie de comprendre comment est-ce que je peux donner cette réponse, vu que je cherche un mouvement de la pièce 1 par rapport à 0, ça veut dire que je suis un observateur qui est accroché au bâti. Donc, je m'imagine comme étant un petit bonhomme ici accroché au bâti. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe quand on essaie de sortir la cassette? Le point D va se déplacer vers la gauche. Et le point D appartenant à la bille par rapport au bâti. Je vous rappelle, c'est la vitesse d'un point de contact dont on parle. Donc, si ça veut dire que la direction de VD 1,0 est vers la gauche, ça veut dire donc que la composante tangentielle, hein, que je vais représenter maintenant ici, est vers la droite. D'accord, hein. Ici, on va avoir, hein, la direction, hein, de ce qui s'appellera T, cette fois-ci de 0 sur 1. OK? Puisqu'elle est opposée à VD, hein, que je vais représenter en vert, hein, pareil que l'autre. Ici, on a dit que ceci venait du fait que dans cette direction, on avait ce qu'on appelle VD1,0. Donc VD1,0 est vers la gauche, donc l'action mécanique de 0 sur 1 est vers la droite. Le produit scalaire de ces deux choses fait quelque chose de négatif. On perd bien de la puissance au niveau du contact. On ne peut pas en gagner, évidemment. Et comme on a le même coefficient de frottement, ça veut dire que comme on a fait ici, hein, on va représenter une force. Hein, donc je vais revenir en rouge, un petit peu large. Et évidemment, je vais la faire petite pour ne pas être trop embêté. Hein. Ici, par rapport à la normale, je vais avoir une composante quasiment, excusez-moi, en rouge. Je vais avoir une composante qui a à peu près le même rapport, en 0,3. Hein. Donc, si je choisis un n, je mets 0,3 n ici. Hein. Donc, ici, je mets quasiment la même inclinaison. Ceci s'appelant évidemment l'action. Alors, je vais pousser un tout petit peu
Ouais, je vais essayer de pousser. Est-ce que je peux faire ça? Hop. Non, non, c'est pas ce que je voulais faire. Donc, je le fais un petit peu différemment. Vous l'avez déjà. J'efface tout simplement moins A5.1 pour pas qu'il vienne. Je le réécrirai. Donc, cette action, on a dit qu'elle s'appelait D de 0 sur 1. Je ne vais pas oublier de rajouter, évidemment, ici, l'angle phi par rapport à la normale. Et celle-ci, c'était évidemment l'action A de 5 sur 1. OK? Donc, on a raisonné avec les lois de Coulomb au niveau de A et de D. On a appliqué celle-ci. Ça nous a permis de trouver une force qui s'incline ici, une force qui s'incline ici. C'est le même angle, par contre? Pardon? C'est le même angle? Oui, c'est le même angle. On vous dit que tous les coefficients de frottement en A et en D sont identiques et sont paramétrés par F égale tangente phi. Et comme je disais, hein, si on veut être un peu plus précis, hein, si vous mettez par exemple 3 cm ici, hein, vous mettez 9 mm en coordonnées ici, puisque 0,3 x 3, ça nous fera 9 mm pour 3 cm ici. On connaît la direction, quoi. On ne connaît pas la longueur. C'est ce qu'on va devoir faire par la suite. OK? Y a-t-il des questions? Non? Ça va? Bon. Alors, après, typiquement, vous voyez ce qu'on va être amené, hein, vous verrez ça aussi à la fin du sujet sur la canne robotisée, hein, sujet CCP de 2018. Hein. Vous voyez que de la question 3, hein, on vous dit qu'il y a une action mécanique en B, hein, qui est une action avec une force FR, hein, force du ressort, hein, parce qu'il y a un ressort qui pousse cette bille, hein, qui permet évidemment l'indexation. Et on vous met un certain moment de roulement. On vous met un MR hein, qui est inconnu. Bon, on suppose que ce qui se passe au niveau des 4 billes, je rappelle, hein, si je le remontre, il y aura 4 billes qui tiennent la cassette. Et donc, on vous dit, déterminer la relation entre la force d'extraction et A1,5 en précisant le système isolé et l'équation du principe fondamental retenu. Donc, comme vous voyez, on est toujours dans cette problématique. On ne vous dit pas isoler et faire le bilan de toutes les équations. On vous demande simplement de trouver quelle est l'équation à utiliser. Alors, je vais commencer par un petit peu de vocabulaire. Donc, celle-ci, alors, sur ce transparent-là, alors je reviens là, hein, ça c'était en fin de compte la réponse à la question 2.1 et 2.2. Hop. D'accord, hein, c'était 2.1 et 2.2 ici. Et là, on va passer à 2.3. Donc, une petite précision, le PFS, donc le principe fondamental de la statique, impose un couple d'équations vectorielles. Un couple, c'est un ensemble de deux équations. La somme des forces égale 0. Alors que j'écris un petit peu de façon simplifiée comme ceci. Et ceci, ça a un nom tout seul, ça s'appelle le TMS. Pardon, TRS, excusez-moi. Donc, le théorème de la résultante statique. Évidemment, quand vous ferez de la dynamique, ça va s'appeler le PFD, ça s'appellera ça le TRD. Hein. Somme des forces égale m fois l'accélération. Théorème de la résultante dynamique. Évidemment, vous avez une deuxième équation vectorielle qui est la somme des moments. Alors, pareil, hein, j'ai simplifié mes notations. Hein, par rapport à un point est égal à 0. Et ceci s'appelle le TMS, sous-entendu le théorème du moment statique. Quand vous ferez de la dynamique, ça sera le théorème du moment dynamique, évidemment. Donc, en gros, vous remplacerez tous les S par des D et vous aurez le PFD qui impose le TRD ou le TMD. Donc, la question dans le sujet, c'est de trouver une relation liant. Alors, comment lier l'action A1,5 et la force d'attraction, FE. Alors, première idée, il va falloir isoler quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut isoler?
Bah, principalement, vu qu'on veut faire apparaître la force FE, bah, il va falloir isoler la cassette. Donc, première idée, on isole la cassette 5. OK? Donc, on isole cette cassette 5. Et maintenant, quelles sont les équations? Bah, soit une équation de somme des forces, le TRS, soit une équation de somme des moments, le TMS. Ah, ça paraît assez logique, hein. Vu qu'on cherche des forces ici et des forces là, il paraît assez logique que la somme des moments, on ne voit pas trop, ça manque on voit bien, il n'y a pas de dimensions qui nous ont été données hein, ici. Hein. Donc, la seule solution pour arriver à avoir quelque chose qui puisse lier ces deux objets, hein, ça sera évidemment le théorème de la résultante statique. Donc, ce sera la somme des forces. Et évidemment, pour faire apparaître la force FE, le plus simple, c'est de la projeter selon X. OK? Donc maintenant, il va falloir essayer d'écrire cette équation. Oui? Alors, on sait que toutes les forces sont identiques. On va revenir un tout petit peu sur le transparent d'avant. On a vu que ici, on avait une force qui était inclinée de phi par rapport à la normale. Donc, si je reviens ici, ça veut dire que quand j'isole la cassette, je ne vais pas redessiner la cassette, ça veut dire que par rapport à la normale, que je vais redessiner en rouge et en très fin parce que c'est tout petit, ici, j'ai toutes mes normales de contact. D'accord? Et on vous fait l'hypothèse qu'elles sont toutes identiques. Alors ça, c'est les normales. Et donc, par rapport à ma normale, si je regarde mon dessin, la force, elle était de phi ici, donc elle va être inclinée de phi en dessous, là. OK? Si je reprends sur ce dessin, en fin de compte, l'action A5,1, c'est exactement la même que celle-ci, mais dans l'autre sens. D'accord? Ça, c'est l'action A qui exerce la bille 1 sur 5. Et évidemment, elle est inclinée de phi ici. OK? Donc, si je reviens ici, ça veut dire que par rapport à mes normales, à chaque fois, j'ai une force qui est inclinée vers le bas, ici, ici, ici et ici. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça va donner, ce théorème de la résultante statique en projection sur X? Alors, je vais commencer par ce qui est simple, hein, ça va donner une équation scalaire, hein, puisque c'est une projection d'une équation vectorielle dans une direction. La première chose qui est assez simple à écrire, c'est de dire en projection sur X de la force FE, ben, je vais avoir moins FE. Jusque-là, ça va. Maintenant, ce qu'il va falloir dire, c'est que ces actions mécaniques étant toutes identiques, eh bien, on va trouver quelque chose qui va être dans le sens de plus X. Et ce qui va m'intéresser, c'est évidemment la projection sur X de cette force. Et donc, évidemment, quel est cet angle? Donc, je peux commencer à écrire quelque chose encore de relativement simple. Il va y avoir plus 4 fois la force qui s'appelle A de la bille 1 sur 5 fois. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute? Alors là, il y avait une petite difficulté, c'est qu'ils nous ont mis un angle alpha qui est à 45 degrés. Donc, évidemment, c'est assez difficile de savoir qu'est-ce qu'on doit mettre ici. Donc là, on a phi. Nous, il nous faut cet angle. Et on sait qu'on avait alpha entre cette direction-là et l'horizontale. OK? Donc, si on a alpha entre l'horizontale et ce plan incliné, ça veut dire qu'on retrouve alpha entre la verticale et l'orthogonale ici. Donc, alpha est ici. Donc là,
ça fera moins FE, plus 4 fois la force A1,5, fois la projection de A1,5 dans la direction X. Et donc, ça va faire apparaître le cosinus de l'angle, assez logique, alpha moins phi. D'accord? On est bien d'accord que ça, si c'est l'angle phi, l'angle alpha étant là, ce qui reste là, c'est alpha moins phi. Et évidemment, c'est les seules forces qui existent, puisque la liaison glissière ici étant parfaite, ceci fait 0. D'accord? Donc, ceci est un résultat qui était évidemment à obtenir. Première relation entre la force d'extraction, la force qui s'applique sur les billes, l'angle, évidemment. Alors, vous voyez, hein, c'est pour ça que phi égale 0,3. Hein, on a 45 degrés, tangente 45, ça doit faire 1. Hein. Donc, l'angle alpha, en gros, il faut que je soustrais 45 moins l'arc tangente de 0,3. Hein, ça reste quelque chose qui est positif hein, en cosinus. Hein, et donc, on va avoir une force d'extraction positive. Est-ce que tout le monde a bien suivi? Oui? Oui. Bon, pas de questions? Dernière question, je vais revenir évidemment sur ce schéma-là. On vous dit déterminer de même la relation liant la force FR, c'est-à-dire la force du ressort, et A1,5 en précisant le système isolé et les équations du principe fondamental retenu, littéralement puis numériquement l'effort FE. Donc déjà, on sait que si on a A1,5, on aura FE. Maintenant, comment déterminer A1,5? Bien évidemment, on va revenir ici. Je vais faire un tout petit peu de ménage de tout ça. Et je vais me réserver un tout petit peu de place en réduisant un tout petit peu ceci. D'ailleurs, on doit pouvoir aussi nettoyer ça. OK. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on sait qu'il y a, alors je vais les représenter en rouge comme on avait dit tout à l'heure. Hein. Je reprends un petit peu. On avait ici une force qui était inclinée comme ceci, avec un angle phi là, par rapport à la normale. Ici, on avait la même chose, avec une force inclinée vers la droite. D'accord? Toujours incliné d'un angle phi. Ici, on a une force dont on sait qu'elle est portée par Y. Donc là, il y a la force FR, auquel on a rajouté une double flèche, puisque ceci, c'est le moment du ressort. Là, on avait la force, donc on avait nommé A de 1 sur 5, de 5 sur 1, évidemment. Ici, on avait la force D de 0 sur 1. Monsieur, Ouais. tout à l'heure, on n'a pas pris dans l'égalité avec FE, on n'a pas pris en compte D parce que ça ne concernait pas 1 et 5. On a isolé la cassette. Ok. Si on isole la cassette connaît entre guillemets le coulisseau qui lui fournit l'effort d'extraction, plus le contact avec les 4 billes en A1, A2, A3 et A4. Ok, merci. Si vous voulez, c'est là où le PFS peut être quelque chose de complexe, parce que vous pouvez très bien dire, par exemple, j'isole la cassette plus les 4 billes. Vous avez le droit. Ça va faire disparaître les actions A, et ça vous fera apparaître les actions D. Mais ce que vous voyez, c'est que vu qu'on vous demandait la liaison, enfin l'équation qui permettait de lier A1,5, il paraissait logique d'isoler 5. D'accord? Et évidemment de garder 1 comme action mécanique. Donc il ne fallait pas prendre les billes avec. Même si, je veux dire, c'est possible théoriquement, mais dans l'idée, ça vous aurait donné une liaison entre D01. Vous voyez, je montre simplement que la même question pourrait être posée en vous disant qu'est-ce que vous devez isoler pour trouver une liaison entre D01 et FE. Si vous voulez faire ça, vous dites j'isole la cassette plus les 4 billes. Et dans ce cas-là, vous aurez les actions D01 en D1, D2, D3, D4. OK? Mais là, vu qu'on me demandait A1,5, en fin de compte, il faut se laisser guider par le sujet. Hein. Vu que dans le sujet, on me demande
cet objet-là, ça veut dire qu'évidemment, il ne faut pas que je prenne dans mon système la pièce 1, parce que sinon, je vais faire disparaître l'action de contact entre 5 et 1. Et comme je le disais, on pourrait très bien poser la question comment lier D01 et FE. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'isole l'ensemble 5 plus les 4 billes. D'accord? Ça serait mon système sigma isolé. Ouais. C'est pour ça que ce n'est pas des questions simples. Enfin, je veux dire, il faut vraiment se poser des questions de qu'est-ce que je prends comme système à isoler pour faire apparaître les inconnus. Donc, quand on me dit chercher tel inconnu, il faut que je dise où est-ce que je trace, entre guillemets, ma limite d'isolement pour faire apparaître ces actions mécaniques et non pas les faire disparaître, par exemple, comme en isolant 5 plus 4 billes. OK? Donc, je reviens ici. Donc là, on voit déjà que c'est typique d'un sujet de concours. On nous a mis un moment, un endroit qui paraît un peu bizarre, hein, tout simplement pour faire quoi? Pour vous empêcher d'utiliser le théorème du moment statique. Les moments ne peuvent rien nous donner parce qu'il y aura MR qui va apparaître dedans. Et donc, comme il y a MR, évidemment, ça veut dire qu'il n'y aura pas de possibilité. Donc, le théorème du moment statique appliqué à la pièce 1 donne donc la variable MR. Hein. Donc, ce n'est pas ça. Hein. Je vais mettre non OK. Hein. Donc, évidemment, hein, pareil, on va plutôt appliquer le théorème de la résultante statique à la pièce 1. OK? Et ceci, évidemment, en projection selon X. Monsieur, Ouais, c'est bien la question 4, ça. c'est ça, tout à fait. Ok, merci. C'est la question 4 et dernière question de ce petit sujet. Donc, théorème de la résultante statique appliqué à la pièce 1 en projection selon X. Et évidemment, je ferai la projection selon Y puisque je vais avoir un système avec deux inconnus. Hein. J'ai D01 et A51. J'en ai deux à connaître. Hein, donc, si je regarde sur X, qu'est-ce que je vais avoir comme relation? Alors, le plus simple, hein, alors, je vais l'effacer ici. Hein, je vais réécrire ensuite. Hein. Donc, je reviens avec ça. Donc, je l'écris ici, le théorème de résultante statique appliqué à 1, ça va me faire deux équations. Je vais commencer par le plus simple. Ça veut dire qu'ici, on va retrouver D01 fois le cosinus de phi. OK? Ça sera évidemment la projection sur X hein, que je vais écrire ici. Hein. Donc là, c'est tout simplement D01 cosinus phi, hein, il est dans le sens de X. Et si je regarde sur Y, on va avoir D01 fois le sinus de phi. D'accord? Ceci sera la projection selon Y. Donc là, j'ai géré, entre guillemets, j'ai dit que ma composante D01, elle se décomposait en une composante dans ce sens-là, plus une composante dans ce sens-là. Celle-ci, elle est positive selon X, celle-ci, elle est positive selon Y. Celle selon X vaut D01 cos phi. Celle selon Y vaut D01 sinus phi. OK, tout le monde suit? Après, je vais passer à la deuxième qui est relativement simple, hein, puisqu'évidemment, sur X, FR vaut 0. Donc là, je rajoute un petit 0 hein, pour faire un peu une sorte d'écriture matricielle, hein, où je garde les objets verticalement. Hein. Et évidemment, qu'est-ce que je vais avoir ici? Plus FR. OK? Et maintenant, il suffit que je rajoute ce qui va se passer avec A5,1. Donc évidemment, il va falloir faire A5,1 en projection selon X. Qu'est-ce que va donner la projection selon X de A5,1? Il va y avoir un terme, alors on voit bien qu'elle va être en moins. Hein. La projection selon X, elle est dans l'autre sens. Hein. De toute façon, pour avoir une chance d'avoir équilibre, hein. Donc on va ici avoir moins A5,1. Et il faut que je projette ça dans la direction X. Hein. Donc un peu comme tout à l'heure, hein. Si j'imagine cette direction qui est la verticale, donc que je trace ici. Hein. Alors je ne l'ai pas tracé exactement au bon endroit, mais je vais la bouger légèrement. Voilà. Donc ça, c'est la verticale qui passe par ici. On sait que l'angle entre l'horizontale
Je vais la tracer, l'horizontale aussi. Hein. Ici, on a l'horizontale, donc on sait qu'ici, on a l'angle alpha. Donc, si on a l'angle alpha entre l'horizontale et ce truc-là, si je fais pivoter de 90 degrés et pivoter de 90 degrés, ça veut dire que l'angle alpha, même si ça ne se voit pas trop sur mon dessin, on doit le retrouver exactement ici. Donc, entre ce point-là et ce point-là. D'accord? Je suis parti d'ici et je vais ici. Puisque là, j'ai fait 90 degrés et là, j'ai fait 90 degrés. Donc là, je retrouve alpha qui est là. Donc évidemment, la projection de A5,1 selon la direction verticale, c'est le cosinus de cet angle. Et cet angle, c'est encore une fois le cosinus de alpha moins phi. Et ça fait 0. Tout le monde là? Donc ça, c'était la projection sur X. Hein. Maintenant, il faut que je fasse la projection sur Y. Même chose, hein, on voit très bien que la projection va être négative. Donc là, je vais avoir un moins. Évidemment, on va projeter la norme de A5,1, cette fois-ci, fois le sinus de cet angle. Et le sinus de cet angle, c'est toujours le sinus de alpha moins phi. Et ça fait 0. Donc, voici ce qu'on a utilisé, hein, uniquement le théorème de la résultante statique, projeté selon X et selon Y. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui est connu? Je prends un peu de stylo vert. Hein. On vous a donné dans le sujet que FR valait 5 newtons. Donc ça, c'est une donnée. Donc si ça est connu, ça veut dire que ce système est donc un système alpha et phi étant des paramètres fixés. C'est un système de deux équations à deux inconnus. Les deux équations, elles sont écrites là. Les deux inconnus, c'est évidemment D01, la première action sur la bille, et A5,1, la deuxième action sur la bille. Et une fois qu'on aura ça, qu'est-ce qu'on pourra faire? Eh bien, on pourra se servir de ce qu'on avait déterminé ici. Une fois qu'on aura A1,5, on va pouvoir déterminer la force d'extraction. OK? Donc, est-ce que je passe vite sur cette résolution? Oui. Oui, je ne vais pas perdre plus de temps. On y a déjà passé pas mal de temps. Je vérifie, oui. Une petite chose, bon, allez. Donc, je disais, résolution de ce truc-là. Donc, j'ai pas dû faire de bêtises. Alors, on fait un peu ce qu'on veut. Hein. On utilise la première relation pour, par exemple, exprimer D01 en fonction de A5,1. Donc, on dira que A5,1, c'est égal à D01 cos phi sur cos alpha moins phi. Et après, on le remplace ici. Donc, ça va faire apparaître du tangent de phi. Et évidemment, il n'y aura plus que du A5,1 en fonction de FR. Et c'est le résultat que je vais marquer ici. Hein. Donc, la résolution. Alors, je rappelle hein, qu'il est toujours préférable hein, de conclure hein, dans un écrit avant de se lancer dans la résolution. Hein. Donc, ce qu'on aime bien voir, hein, c'est qu'on obtient un système. Évidemment, le mot très important est linéaire. Hein. Si vous n'avez pas la linéarité, le problème n'est plus le même. De deux équations à deux inconnus. Donc après, vous dites, c'est des maths, hein, système linéaire de deux équations à deux inconnus, on peut résoudre. Alors, ne vous posez pas les questions mathématiques de est-ce que vous l'avez vu le déterminant ou toujours pas? Oui. Oui. Ben voilà. Typiquement, ce n'est pas le moment où on sort un déterminant et on se pose des questions, est-ce que le déterminant est égal à 0? Est-ce qu'on a le droit d'inverser notre histoire? On est en science et la plupart du temps, quand on a des systèmes linéaires, ils sont suffisamment bien conditionnés pour avoir des solutions. Donc, on peut résoudre et on obtient, alors justement, je vous donne le résultat donc, de A5,1. Donc, on obtient A5,1 est égal à FR divisé par un truc un peu, donc le sinus de alpha moins phi, donc plus tangente phi. Bon, on pourrait mettre le coefficient de frottement petit f, hein, c'est la même chose, fois le cosinus, évidemment, de alpha moins phi.
Donc, voici la première valeur qu'on trouve avec ce système linéaire. Et évidemment, la deuxième chose qui nous intéressait, c'était la force d'extraction. Monsieur, c'est pas un moins plutôt entre sinus et tangente? Alors, si, bravo. Bon point pour vous, j'apprécie. C'est un moins. Ici, un beau moins. Ouais, sinus alpha moins phi moins tangente phi cosinus alpha moins phi. Et si on fait l'application numérique, comme on connaît FR, phi et alpha, hein, on obtient 23,8. Évidemment, on n'oublie pas les unités Newton. Ce qui fait qu'après, ben, on peut se resservir de ce qu'on nous demandait, hein, puisque donc on me demandait déterminer, je relis la question, la même relation liant FR et A1,5. Donc la voici, la relation liant FR à A1,5, en précisant le système isolé et les équations utilisées. Donc on ne nous demande pas spécialement D01, donc sur ce point-là. Par contre, on me demande littéralement et numériquement l'effort d'extraction. Donc l'effort d'extraction FE, de façon littérale, j'obtiens 4 fois FR divisé par tangente alpha moins phi. Donc là, c'est un moins. Moins tangente phi. Et donc, lorsqu'on fait l'application numérique de ça, on obtient 83,8 newtons. Donc, on a les actions sur les billes et on a la force d'extraction qui sera nécessaire pour sortir la cassette. Tout ceci étant évidemment une fonction de la force du ressort, hein, qu'on a considérée comme constante, hein, mais qui évidemment dépend de sa rigidité, de sa longueur à vide, etc. Ceci concluait cette partie. Hein. Comme vous voyez, ce n'est pas super dur, mais enfin bon, il y a quand même des équations à écrire. Il ne faut pas avoir peur de... Les erreurs pour moi, enfin, ce que je trouve difficile dans ce sujet, c'est le fait qu'ils nous ont mis un angle alpha à 45 degrés. Donc l'angle étant à 45, c'est un petit peu difficile de voir si cet angle c'est alpha moins phi ou s'il y a un pi sur 2 qui se rajoute dans l'histoire ou non, puisque 45 degrés, c'est évidemment la bisectrice de l'angle droit, et donc on a du mal à distinguer les angles, quoi. Mais voilà ce qui était demandé dans un sujet type première année, hein, classique que vous pouvez avoir. Hein. Monsieur, Ouais. la position du coulisseau, elle n'est pas importante? Donc elle est sur l'axe, je veux dire. Donc si je reviens sur le coulisseau ici, non, attendez, peut-être là, ok, donc Ouais. vous me dites. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand même que ce qu'on a calculé, c'est connaissant la force des ressorts ici, on isole la cassette 5, ce qui permet de trouver la relation entre la force d'extraction et ses forces A1,5. Et après, on revient sur un isolement de la bille qui nous permet de trouver comment la force du ressort permet de générer A1,5. Après, vu qu'il y a une symétrie à peu près partout, la position du coulisseau, ce qui va se passer par contre, c'est qu'évidemment, normalement, la force du ressort, elle va croître. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'extraction de la cassette, la bille, elle rentre dans son logement, et évidemment, la force du ressort qui se trouve de plus en plus comprimée va augmenter. Mais ce que je pense qui était, si ça a été bien fait, la force du ressort qui vous a été donnée, c'est plus ou moins la force maximale quand la bille est rentrée. Donc ce qu'on aura ici par ce résultat, ça sera un majorant de la force d'extraction. C'est-à-dire qu'on est sûr qu'on n'aura pas à dépasser 83 newtons de force d'extraction. Sachant que ça repose aussi sur les hypothèses que le mouvement de la bille est un mouvement de translation et qu'il n'y a pas de rotation. Est-ce que la rotation va rendre le problème plus complexe ou moins complexe? Je n'en sais trop rien, je dois dire. Ça demande à se poser un petit peu des questions de modélisation, puisque si elle peut tourner, ce qui serait assez logique, c'est de faire l'hypothèse qu'il va y avoir roulement sans glissement, par exemple en D. S'il y a roulement sans glissement en D, ça veut dire qu'on n'a plus le fait qu'elle s'incline de phi. Donc le problème est un petit peu plus compliqué puisqu'on n'est plus sur le bord du cône de frottement, puisque les lois de Coulomb sont les lois de Coulomb de l'adhérence et non plus les lois de Coulomb du glissement. Vous savez, c'est ce que je vous avais dit en statique, le problème des modèles hyperstatiques est vraiment un problème pénible. Ça veut dire que très souvent en statique, vous pouvez décrire votre problème, et quand vous essayez de le résoudre, vous êtes devant un problème mathématique insoluble qui est tout simplement que vous avez plus d'inconnus que d'équations. Et là-dessus, il n'y a pas grand-chose à faire, sinon faire d'autres hypothèses pour arriver à rendre le système carré. Donc la plupart du temps, dans les sujets de concours, ce qu'on fait, c'est qu'on vous mâche le travail.
on vous introduit toutes les hypothèses qui vont bien de façon à ce que vous arriviez à un système carré et que ça évite d'aller chercher des choses complexes, quoi. Mais évidemment, c'est en amont que la phase est intéressante, c'est la phase de formulation des hypothèses. Qu'est-ce qu'on doit dire sur ce qui se passe en D, le mouvement de la bille, l'action mécanique du ressort, pour pouvoir construire un système qui soit solvable. Voilà, et ça parce que malheureusement, l'hyperstaticité, c'est un problème mathématique clair. Hein. Si je vous donne un système où il y a plus d'un... Vous voyez ce que font les matheux quand ils ont plus d'inconnus que d'équations, hein, ils disent que c'est un système, c'est une droite vectorielle, ils aiment bien ce mot-là. Hein. En gros, il reste un gros paquet de solutions hein, dont on peut choisir un paramètre de façon quelconque, et tout ça, ça sera des solutions, quoi. Physiquement, c'est pas terrible. Hein. Si vous dites à un ingénieur, ben voilà, tu as un espace de solutions et tout ça, ça marche, ça fait bizarre, quoi. C'est souvent pas la réalité. OK? Bon, on a fini un petit peu sur les exercices, petits exercices. Hein. On va passer un petit peu sur le sujet de concours. OK? Donc, je reprends mes documents, le CCPPSI. Nous y voici. Donc, vous avez vu que bon, c'est un sujet de concours. Hein, donc, depuis quelques années, ce qui est à la mode, c'est la chirurgie et tout ce qui est aide à la personne. On a eu pendant des périodes beaucoup de sujets sur du militaire. Hein, on s'étudiait des porte-avions, des missiles, des systèmes de radar qui doivent choper des missiles ou des histoires comme ça. Depuis quelques années, ce qui tombe, c'est les robots d'assistance chirurgicale, c'est les cannes robotisées, c'est des systèmes plutôt liés, on va dire, à la condition de vie et à la médecine. Donc là, on vous fait étudier un truc un peu compliqué quand même, hein, qui est donc ce qu'on appelle de... Ah ouais, j'étais sympa dans mon... À l'aide d'une robotisée. Est-ce que je peux le modifier ça? Je dois pouvoir. Alors, viens là, Léon. Donc, à l'aide d'une canne robotisée, évidemment. OK. Donc, évidemment, solution vieille comme le monde. Hein. La canne conventionnelle, hein, ça existe depuis très longtemps. C'est simple, efficace, pas cher, même recyclable si on se met des matériaux pas trop bêtes. Hein. C'est un système qui, évidemment, a des avantages et des inconvénients. Hein. Voilà, il ne faut pas l'enterrer aussi rapidement que ça. Hein. Après, évidemment, on peut aller chercher des choses très complexes. Hein. Là, on vous propose une canne à base mobile stable composée de 3 roues. Hein. Donc, on a réellement un truc encombrant, assez compliqué, avec certainement des moteurs, des batteries, de l'intelligence là-dedans, quoi. Et donc, ce qui était proposé au CCP, donc PSI 2018, hein, c'était une canne robotisée, composée d'une roue à l'extrémité, hein, mais que roue asservie. Donc, ça veut dire qu'on peut la faire rouler ou au contraire la bloquer suivant ce qu'on veut faire. Et la possibilité d'avoir une sorte de liaison glissière entre la partie supérieure et la partie inférieure de la canne, sachant que ceci permet évidemment de mettre de l'intelligence là-dedans et de faire une canne qui soit plus efficace que le modèle conventionnel sans être aussi complexe qu'une canne complètement robotisée comme ceci. OK? Donc, je reprends un petit peu le sujet. Hein, Donc, il y a beaucoup de choses à lire. Hein, c'est toujours toujours maintenant dans ces sujets-là, et on a pas mal de courbes à analyser. Hein, donc, on va les regarder ensemble. Hein. Et donc, vous voyez ici d'abord la phase classique de marche, hein, où on vous explique bien classiquement que la différence entre la marche et la course, hein, c'est qu'il y a un appui bipodal, hein, où il y a les deux pieds qui sont en contact pendant un moment du cycle. Donc évidemment, la marche est un processus périodique. Et lors de ce processus périodique, hein, ce que vous voyez, c'est que pendant le début de 0 à 40% du temps, on en appuie unipodal droit. Hein, donc on voit bien que c'est la jambe droite qui récupère la majorité des actions mécaniques de pesanteur. Hein. Évidemment, l'autre se balance, vient prendre sa place à l'avant. Ici, on arrive à cette position-là où on commence la phase de double contact, où il va y avoir ce phénomène de transfert de poids depuis la jambe arrière jusqu'à la jambe avant, qui va, elle, après, refaire à peu près le même cycle. C'est-à-dire que le poids va être porté sur l'autre jambe pendant que la jambe précédente se balance. Et évidemment, on revient dans la zone double contact. Et donc, on a une alternance appui-balancement sur chacune des jambes.
Alors ça, c'est quand ça se passe bien. Bon, ça vous était présenté, j'imagine que c'est assez clair. On a tous suffisamment bien marché pour le savoir. Alors voici une modélisation simple hein, qui vous donne un petit peu de vocabulaire. Hein. Donc on a évidemment 3 liaisons pivots dans le cas d'un modèle plan, hein, au niveau de la hanche, au niveau du genou et au niveau de la cheville. Hein. Donc c'est déjà discutable. Hein. Vous savez très bien que c'est un problème 3D, hein, que votre pied, on pourrait plutôt mettre une rotule ici qu'un pivot. Hein. Donc, mais évidemment, hein, lorsque vous faites des modèles simples hein, et un modèle plan, on ramène tout ça dans le plan et la rotule qu'on a ici devient évidemment une liaison pivot. Et on vous représente évidemment ce qui se passe quand on marche normalement au niveau de chacun des angles. Hein. Donc ici, vous avez en abscisse le pourcentage du cycle de marche. Hein. Donc on a vu ça précédemment, 0 à 5%, c'est j'ai fait un pas, hein. Donc alternance gauche-droite. Et vous voyez ici les courbes de chacun des angles du genou, de la hanche et du cheville lors de l'appui du balancement. Vous voyez, hein, donc typiquement, hein, la plupart de nos articulations, hein, on est très loin des 180 degrés. Hein, vous voyez qu'ici, l'amplitude, on est à 100 degrés max. Hein, et que même si je regarde certaines, donc la cheville, vous voyez que la cheville, elle fait du plus 10, moins 20 degrés. Hein. Quand vous marchez, hein, vous pouvez remarquer ça, hein, votre pied, l'angle entre le tibia et le pied hein, n'est pas un angle qui peut varier beaucoup. Hein. C'est-à-dire, à part si vous êtes hyperlaxe, hein, en général, 30 degrés déjà de variation, ça vous permet de marcher. Alors qu'à des endroits, c'est un petit peu plus au niveau du genou, hein, comme vous voyez, hein, là on est à des 60 degrés, hein, donc on a plus de 60 degrés d'amplitude de ce mouvement. Sachant que on pourrait dire qu'on est quasiment à 170, voilà, quand vous pliez complètement, hein, mais ce n'est pas nécessaire quand vous marchez. Oui. Donc, on continue un petit peu dans les histoires, hein, et je peux attaquer la première question. Hein. Donc, tout ça, on a vu. Alors, je suis passé assez rapidement. Hein, voilà, c'est à vous de faire l'effort de lire tout ce sujet, hein, de retrouver où est l'information pertinente. Hein. Et donc, la première question, qui était donc la question 1, on va commencer ici. Et donc, évidemment, j'espère que vous avez regardé. Donc, alors, vous avez vu que dans ce sujet de concours, hein, je vous ai dit, vous pouvez traiter toutes les questions, sauf un certain nombre. Hein. Comme vous avez vu, elles ne sont pas en nombre très important. Hein. Ça prouve simplement qu'un concours deuxième année, des fois, peut comporter quasiment que du programme de première année. Là, si vous regardez, les 2 parties que je vous ai supprimées, c'est une partie qu'on appelle l'hyperstaticité et l'isostaticité des chaînes. C'est ce que vous ferez au début de la deuxième année. Et il y a toute une petite partie énergétique, théorème d'énergie cinétique, que vous ne pouvez pas faire cette année non plus et que vous ferez l'année prochaine. Mais bon, le théorème d'énergie cinétique, vous l'avez déjà vu en physique, hein, c'est juste la formulation en mécanique du solide que vous devez apprendre et après, ça ne devrait pas poser de problème. Donc, je relis la question hein, et donc évidemment, je vais regarder un petit peu ces 2 graphes. Hein. On vous dit, et ça c'est classique, hein, au début des sujets de concours, hein, on attend de vous que vous puissiez prendre l'information dans les différents documents et que vous puissiez en faire une formulation claire et nette pour pouvoir avoir quelques points pour commencer les sujets et vous mettre dedans. Quoi. Donc si je relis un petit peu la question 1, à partir de l'étude des figures 4 et 5, hein, que j'ai reprises ici, comparer et commenter les évolutions des efforts normaux. Donc évidemment, les forces ici sont là. Hein. Alors, elles sont normalisées, hein. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, elles sont ramenées à des valeurs 1 pour ne pas avoir des valeurs. Donc, comparer et commenter les évolutions des efforts normaux de chacune des jambes sur le sol et les durées de chacune des phases pour les différents cas, marche chaîne et marche perturbée. Pardon. Donc, si je regarde la figure 4, hein, on a 2 graphes qui sont tracés. Alors, je rappelle que la courbe principale ici, par exemple, qui est en très fort, c'est ce qui se passe sur la jambe droite. Celle qui est en très fin, c'est ce qui se passe sur la jambe gauche. Et tout ce qui est en très pointillé, c'est plus ou moins la variation. Ça veut dire que dans le vivant, hein, comme dans beaucoup de systèmes complexes, hein, un pas n'est jamais identique au pas suivant. Il y a, voilà, même si vous avez l'impression que c'est à peu près le même, des fois vous appuyez un peu plus fort, des fois vous appuyez un peu moins fort. Et donc, quand on fait un bilan statistique avec beaucoup de personnes, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une sorte d'écart type. Ça veut dire que la valeur suit à peu près une courbe, mais avec un certain écart qui peut être positif ou négatif. Ça, c'est fondamentalement très, très clair comme approche de la réalité. Donc, qu'est-ce que c'était que la figure 4?
c'est les efforts normaux générés par les jambes durant un cycle de marche normal à une vitesse de 0,45 mètres par seconde. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ce graphe? Ben, on voit déjà que l'allure des courbes pour la jambe droite et pour la jambe gauche est quasiment la même. Hein. On retrouve une sorte de maximum ici, un minimum par là qui est à peu près la même chose. Et là, ici, même chose. Donc ça paraît assez logique, hein. Il y a un effort qui varie. Si on regarde la figure 5, c'était les efforts normaux générés par les jambes durant un cycle de marche perturbé à une allure qui est quasiment 2 fois moins rapide. Donc évidemment, quand vous avez un problème de mobilité à une jambe, hein, par exemple une personne âgée qui s'est fait opérer de la hanche, grand classique maintenant, eh bien pendant le moment où, alors là la jambe qui a été perturbée, c'était la jambe gauche, hein, c'était dit dans le sujet. Hein. Alors qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que évidemment la forme de la courbe de la jambe gauche n'est plus du tout la même forme que ce qu'on avait ici, et surtout elle est complètement différente de la jambe droite qui elle-même est perturbée. Ça veut dire que lorsque vous êtes en appui, même sur la jambe qui n'est pas perturbée, donc la jambe droite, hein, vous voyez que le fait que la jambe gauche soit une jambe entre guillemets lésée, eh bien, ça modifie la forme. Vous voyez ici, il y a une sorte d'oscillation hein, qui n'était pas du tout présente ici. Hein. Là, on avait 2 fois le même cycle avec une sorte de forme en dos de chameau. Hein. Ici, vous avez le chameau qui a pris une bosse de dromadaire qui est en train de pousser. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre? Alors, si je relis bien la question, comparer et commenter les évolutions. Donc, on pourrait dire sur la figure 4. Alors, quelqu'un a-t-il quelque chose à me proposer, justement? Oui, moi j'ai. Ouais, allez-y, comment vous formuleriez ça? J'ai dit que au niveau de la durée sur la jambe droite, elle était plus longue quand on avait une marche perturbée Ouais, que par rapport à la marche normale. tout à fait. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Faut que je me relise. Allez-y, mais lisez-le nous. Hein. J'ai dit ça, après. Je sais pas ce que j'ai voulu dire parce que Donc, j'ai fait. c'est assez, ce que vous avez dit est tout à fait intéressant. Hein, je ne l'avais pas noté d'ailleurs au départ, hein, j'allais dire par la suite. Hein, c'est qu'on peut remarquer que la phase de double appui, qui ici commençait un tout petit peu avant 40 et finissait juste après 50, est une phase qui s'est énormément. Vous voyez, c'était l'ordre de grandeur de cette partie-là. Hein. Donc, si je regarde cette partie-là, elle est devenue bien plus grande que ce qu'elle était ici. D'accord? Donc ça, évidemment, c'est ce qu'il faut expliquer. Hein. C'est-à-dire que quand on vous demande de commenter les courbes, hein, on va dire justement, hein, alors, je vais commencer par votre argument, hein, parce que ça me semble être justement un des points importants de l'histoire. Hein. Donc, lors de la marche perturbée, donc, on a une phase de double appui. Donc, la phase de double appui qui est ici, hein, beaucoup plus longue. Donc, on peut essayer, on regarde, hein, on est quasiment à 20% du temps. Hein. Vous voyez, un petit peu avant 40, on ne va pas faire on va dire de l'ordre de 20%. Hein. Pour ici, on était à peine plus de 10. Pour 10% précédemment. D'accord? Ça, c'est une première chose qu'on peut se dire. Hein. C'est par le fait que la phase de double appui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, hein, comme vous avez une jambe qui est abîmée, hein, vous avez tendance à privilégier le moment, enfin, le transfert de poids se fait plus doucement. Hein. Vous avez beaucoup plus de mal à faire transférer votre poids, même si vous êtes aidé, hein, il va falloir le transférer sur la canne. Donc, la phase de double appui a une durée qui est beaucoup plus longue sur le cycle de marche global. Donc, ça, c'était une première chose qu'il fallait évidemment citer. La deuxième chose, on peut s'apercevoir ce qu'on disait ici, hein, c'est-à-dire que l'appui dans le cas du système perturbé sur la jambe est beaucoup plus faible que ce qu'il était ici.
Donc, l'appui donc, sur la jambe lésée. Et on va essayer de le quantifier, hein, est beaucoup plus faible, et plus faible qu'en marche normale. Monsieur, on peut même dire que c'est l'autre jambe qui contrebalance ça, non? C'est ça, on va le regarder aussi, hein. Alors là, je vais essayer de le quantifier, hein. Ce qu'on voit ici, c'est que la valeur maximum de cette courbe ici ne dépasse pas les 1 de force normalisée, alors qu'ici, on avait un taux qui devait bien être facilement à 1,15. D'accord? Donc on pourrait dire qu'on passe de 1,15 à 1, donc on a du plus, alors on va dire moins 15% de force. Et on va dire aussi ce que vous venez de me dire, c'est-à-dire que, répétez-le-moi. Que la jambe qui n'est pas contrainte, elle prend le relais, enfin, elle Ouais, tout à compense. fait. Donc là, ce qu'on peut voir aussi, hein, c'est ce que vous signifiez, hein, c'est que les valeurs de force qui sont ici sont en moyenne plus grandes que ce qu'elles étaient ici, hein. Vous voyez qu'ici, on redescendait à une valeur qui était peut-être à 0,7, alors que là, eh ben, le point le plus bas est plus haut, hein. Donc la jambe non lésée est aussi plus sollicitée dans la marche perturbée. Monsieur, moi je pense pas que la jambe lésée, elle fait moins d'efforts en moyenne. Alors, l'appui sur... Je disais, par rapport à ma deuxième phrase, Oui, ouais. L'appui sur la jambe lésée est plus faible qu'en marche normale. c'est juste que Je c'est parlais plus des plat, valeurs en fait. pics. Ah oui, d'accord, d'accord. Ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, je comparais le fait que cette valeur-là, hein, était bien plus faible que cette valeur-là, quoi. C'est-à-dire que là, je suis à peu près 1,15. En gros, comme j'ai une jambe qui est en bonne forme, mon transfert de poids est efficace, hein. Vous voyez, en gros, le poids ici il descend alors que l'autre il monte. Vous voyez, là, c'est tout à fait des histoires de modélisation, hein. C'est-à-dire que si je voulais modéliser ça, j'aurais plutôt envie de mettre des parties droites, hein. Et ce que je vois ici, c'est rien d'autre que le poids qui était porté sur la jambe droite se tend vers 0. Et pendant ce temps-là, on a évidemment une montée complètement symétrique du poids qui vient sur la jambe gauche. Et quand on est entre guillemets en bonne forme, ceci se fait à la fois plus rapidement, c'est pour ça que la phase de double appui est plus courte ici qu'ici, et ça se fait de façon complètement symétrique, c'est-à-dire que la hauteur qu'on récupère ici était quasiment la hauteur qu'on avait ici. Alors que là, on voit bien que à la fois c'est plus long, ça veut dire transférer notre poids de la jambe qui va bien à la jambe qui ne va pas bien, ça va prendre un certain moment, hein. Il y a une dissymétrie dans le cycle, hein. Vous voyez que, on pourrait d'ailleurs citer ça, hein, le cycle est aussi dissymétrique, hein. En figure 5, le cycle, donc le cycle de marche devient dissymétrique. OK? C'est-à-dire qu'évidemment, hein, et ça a même une influence sur la jambe gauche, enfin sur la jambe qui n'est pas lésée, hein. C'est-à-dire qu'on voit que, comme je disais, hein, dans ce plateau-là n'existait pas, hein. Ça a tout modifié. Et ce que je voulais dire par ces moins 15% de force, hein, c'est vraiment que ici j'étais à peu près 1,15 et ici je monte à 1, quoi. Donc évidemment, lors du transfert, hein, on n'a pas tout récupéré parce que évidemment, la jambe qui est abîmée ne permet pas de récupérer aussi facilement l'intégralité de l'action mécanique qui passait par la jambe qui était, elle, non lésée. OK? Donc, alors bon, ces questions-là, hein, il faut essayer d'être clair et si possible de chiffrer, hein, et en essayant d'expliquer ce que veulent dire les chiffres, hein. 2-3 ans avant, hein, vous trouverez ça sur le site de l'UPSI, au CCP, ils ont fait un sujet qui s'appelait téléchirurgie sur des organes mobiles, hein, qui s'occupaient de robots qui opèrent et qui opèrent des gens qui sont vivants.
Et donc, entre autres choses, c'était d'étudier la force de pénétration d'une aiguille dans un organe qui est mobile. Donc, exemple, vous essayez de percer la cage thoracique d'une personne qui respire. Donc, en gros, vous avez une forme sinusoïdale, c'est la respiration, et vous regardez la force de pénétration de l'aiguille, et vous essayez de modéliser ça par une raideur. Donc, en gros, il y avait une sale courbe, et on devait essayer de trouver la raideur, et donc d'essayer de trouver une droite sur un truc qui est aussi tordu, on a souvent des problèmes de modélisation, et c'est ce qui justifie le fait que les modèles ont des taux d'erreur importants. Voilà, 10, 20% d'erreur, 30% d'erreur, ça passe assez facile, quoi. Mais il faut beaucoup définir ce qu'on raconte dans ces premières choses. Donc, je passe à la question suivante. Question 2. Donc, je la relis. À partir de l'étude de la figure 6 et de la figure 7, précisez le rôle de la canne lors d'une marche assistée. Alors, vous voyez, si je reprends chacune des valeurs, la durée des phases pour les différents cas. Ouais. Donc, à partir de l'étude de la figure 6 et de la figure 7, page 6, précisez le rôle de la canne lors d'une marche assistée, précisant en Newton la valeur maximale des efforts exercés sur la canne. Monsieur, Ouais. on aurait peut-être pu dire aussi que, alors qu'on était à une vitesse supérieure, on avait les mêmes forces, voire plus, en marche perturbée, alors qu'on a une vitesse 2 fois supérieure. Ce qui impliquait peut-être un effort. Elle est 2 fois inférieure. Hein. Comment? Elle est 2 fois inférieure en perturbé. Oui, elle est 2 fois inférieure. Ouais. Du coup, c'est-à-dire que sur le premier, on devrait avoir un effort plus important. Ah ouais. Et pourquoi? Je sais pas, avec la vitesse, il faudrait amortir plus. Ouais, mais en même temps, est-ce que la vitesse traduit... Parce que le fait que vous ayez de la vitesse, c'est de la composante tangentielle, Ouais, pas de la composante normale. Donc, l'idée, c'est que la composante normale, elle est là juste pour équilibrer le poids. Quelque part, pourquoi vous avez des pieds qui vous tiennent au sol? Parce que vous êtes dans un champ de gravitation. Donc, c'est pas parce que vous marchez vite qu'obligatoirement la composante normale est plus grande. Oui. Par En fait, contre, la ça comprend composante encore. tangentielle est plus grande, oui. Oui, Oui. ça, ok, Oui. mais la composante normale, non. D'accord? Donc ça, oui, vous voyez, je relis, on a des petits corrigés pour ça, et donc ce qui était marqué, selon la figure 4 en marche chaîne, les évolutions des efforts normaux sur chaque jambe et les durées de chacune des phases sont identiques. La figure 5 montre que lors d'une marche perturbée, la phase de double appui est plus longue, 20% au lieu de 10%. Voilà, c'est ce que vous aviez remarqué, hein, la phase de double appui est plus longue. Phase rassurante et moins douloureuse, et que la jambe invalide gauche ici est moins sollicitée avec un temps d'appui plus court. C'est-à-dire qu'évidemment, comme le double appui est plus long, grosso modo, on est moins souvent dans cette phase-là, alors qu'ici, on l'était autant. C'était cette perte de symétrie qu'on a parlé ici. Évidemment, hein, quand vous avez un côté douloureux, hein, vous prenez une position antalgique et vous évitez de vous mettre en appui, donc évidemment, vous réduisez cette phase. Vous voyez qu'ici, elle commençait quasiment au milieu, alors qu'ici, elle commence un tout petit peu avant 60%, quoi. Les efforts normaux sont équivalents d'intensité, alors que moi, je disais en moyenne. Hein. Cependant, les évolutions diffèrent dans le cas de la marche perturbée, avec un effort quasi constant lors de l'appui de la jambe invalide. Donc, vous voyez, une autre idée, c'était aussi de dire, là, on remarque que l'appui de la jambe invalide, on monte à une valeur d'effort plus petite, et on la maintient globalement constante, alors que quand on a, entre guillemets, une jambe très valide, on peut faire monter plus fort, quitte à redescendre après et remonter. D'où votre petite objection qui était de dire la valeur moyenne est à peu près la même. Oui, la valeur moyenne est à peu près la même, mais la forme est très différente. C'est-à-dire qu'ici, on fait à peu près une constante basse, alors qu'ici, on fait un appui fort et on relâche et on réappuie. C'est compliqué la marche. C'est sûr. Donc, pour la question 2, donc, on a ici les efforts normaux générés par les jambes durant un cycle de marche assisté à allure, vitesse moyenne. Donc, qu'est-ce qu'on avait là? On avait donc la jambe droite, le double appui ici, le balancement, le double appui. Et donc, ici, sur la figure 7, dont on nous avait dit de comparer, hein, si je reviens à la question, hein, évidemment, j'ai fermé ça. Donc, je ne vais pas revenir sur la question. Donc,
ici, les efforts normaux générés pendant la canne. Donc, qu'est-ce qu'on voit en courbe de pointillé? Qu'est-ce que c'est déjà? C'est les pourcentages d'erreur, je crois. C'est la dispersion, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Donc là, on est de 0 à 100% aussi. Et donc, par rapport à la question, ça veut dire quoi? Ça veut dire que où sont passés les efforts normaux? Bah, dans la canne. OK. Alors, je dois dire que j'ai perdu le sujet parce que j'ai fermé sans faire exprès. Attendez, je vais le rouvrir rapidement. Si j'y arrive, ça, j'espère que ça ne va pas nous faire couper le... Non, évidemment pas. Tac, 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 tac. On va faire ça comme ça. Alors, quelqu'un peut-il me proposer quelque chose sur cette question 2? Bureau. Oh. Sujet. Moi, j'ai quelque chose, mais Allez-y, on essaye. j'ai mis que la canne servait à absorber l'effort à fournir par la jambe lésée. Oui. Est-ce que vous avez quantifié, parce qu'on vous demande bien dans la question, préciser en newton la valeur moyenne maximale des efforts exercés sur la canne? Oui, j'ai mis 0,24 newton. Alors, pourquoi? Parce qu'en moyenne, comme on le voit sur la face de droite, Ouais. on a Donc, la l'effort face de droite, c'est évidemment ça. Oui. Ouais. L'effort maximal à droite, il est de 0, enfin presque 0,25. Du coup, Ouais. j'ai mis... Ouais, mais alors, donc on va juste faire la partie calcul pour en parler. Vous avez raison. Donc la force normale, alors excusez-moi, je reviens ici en disant la force normale maximum. Vous avez bien raison, c'est 0,25 fois la force maximum. C'est une force normalisée, ça. Et cette force maximum, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce n'est rien d'autre que la masse du sujet fois, évidemment, l'accélération de la pesanteur. Et si on prend les valeurs qu'ils nous ont données dans le sujet, ils considéraient grosso modo des sujets de 70 kg, c'est-à-dire, en temps arrondi, 700 newtons. Donc, on a un poids de 700 newtons, et donc la force normalisée à 0,25 nous permet de dire qu'ici, on a quasiment un quart, c'est-à-dire 175 newtons. Et donc, évidemment, oui, ce qu'on vous demandait, c'était que la canne alors récupère donc les efforts normaux. Monsieur. Ouais. Mais alors du coup, sur les ordonnées, c'est le pourcentage du poids? Non, en ordonnée, ici, c'est une force normalisée. C'est Je quoi, ne en fait? l'ai pas scanné. Si vous regardez au début du sujet, alors, attendez, je vais vous dire la référence parce que j'ai réouvert. C'est sur la page du sujet qui s'appelle la page 4. On vous dit, on a des données H, taille, masse, longueur, jambe. Et on vous dit qu'on a utilisé justement pour la masse du sujet un truc qui était à 71,4 plus ou moins 8,5. Donc en gros, quelqu'un qui pèse en moyenne 71,4 kg à plus ou moins 8,5 kg. Et on vous dit justement que la force, c'est M sujet fois G. Donc en prenant la masse du sujet que j'ai multiplié par G, j'obtiens évidemment la force normale, P égale mg tout simplement. Et après, ce graphe, c'est le graphe qui nous donne la force normalisée, c'est-à-dire on l'a adimensionné d'une certaine façon. Donc on a ramené la force pour avoir un coefficient F sur F max qui est à 0,25. Voilà, ça évite d'avoir des valeurs numériques en newton, ça permet d'avoir des valeurs qui sont adimensionnées, puisqu'on fait le ratio de la force normale sur la force max. Alors ça veut dire que sur les premiers graphes, on pouvait dépasser Fmax? Ouais. Ouais, d'une façon dynamique, oui. Ah oui? Ah d'accord. Bah oui, oui. En gros, c'est le problème du choc que vous sentez bien quand vous courez. Ouais, quand on ralentit d'un coup, peut-être? Alors,
Indépendamment, là, on peut imaginer le plus simple étant évidemment une marche à allure constante, bien régulière, mais ce que ça signifie, c'est que vous avez un balancement de votre centre de gravité. C'est-à-dire que la marche n'est rien d'autre qu'une succession de chutes. Ça veut dire que c'est une sorte de chute contrôlée, la marche. C'est-à-dire qu'en tant que bipède à l'arrêt, vous avez votre poids qui se répartit uniformément sur vos deux pieds. Quand vous voulez commencer à marcher, quelque part, vous créez un déséquilibre. En gros, si je représente un petit peu la chose, hein, vous avez votre pied là, je reprends, oui. Vous avez votre pied ici. Et quand vous voulez initier votre marche, ce que vous faites, c'est que vous vous inclinez de façon à ce que le centre de gravité vous engendre un basculement par ici. Et c'est le balancement de l'autre jambe, et c'est le fait que, bah, évidemment, le centre de gravité, si je regarde sa trajectoire, il va faire une petite forme comme ça, quoi. Il va monter, descendre. Et au moment justement où il est descendu, eh bien, c'est l'impact du deuxième pied sur le sol qui va venir permettre la remontée de ce truc-là. C'est un problème de dynamique, hein. La marche, ce n'est pas de la statique. La marche, c'est de la dynamique, obligatoirement. Et comme je disais, la marche étant une succession de chutes, au moment où vous chutez, entre guillemets, l'énergie, si vous raisonnez de façon énergétique, c'est assez simple pour un physicien. Le physicien voit quoi? Eh bien, il voit le centre de gravité initial, et il voit que le centre de gravité, il est descendu. Donc, quelque part, là, vous avez perdu, vous avez une variation d'énergie. C'est de l'énergie potentielle de pesanteur, hein. Nous sommes dans un champ de pesanteur, c'est-à-dire qu'ici, il y a G. Donc, évidemment, ici, vous avez perdu ou gagné, hein, suivant comment vous voyez, un certain MGH. Donc, il y a une certaine énergie potentielle de pesanteur qui a été récupérée ici. Et c'est cette énergie potentielle de pesanteur qui peut créer ici un impact et qui peut vous faire augmenter la valeur de poids de plus que mg. C'est pour ça que ici vous montez au-dessus, mais vous ne montez pas beaucoup. D'accord? Vous avez des quoi là? Vous avez peut-être 7-8% de plus, hein, qui viennent de rien d'autre que cet effet dynamique, hein. Évidemment, ça peut redescendre après. Est-ce que ça vous convainc? Alors, je fais juste la fin de cette question, hein, pour terminer. Donc, on avait dit la canne récupère les efforts normaux que ne peut récupérer la jambe invalide. OK? Et ça sera pas mal pour aujourd'hui. Il vous reste un petit paquet. Alors, surtout pour la question 3, n'ayez pas peur de taper sur Wikipédia les éléments roulants. C'est des questions qui arrivent un petit peu souvent dans les débuts de sujet, des questions technologiques. Et pensez au MaxSpeed, hein, qui a une vis à billes. Pourquoi est-ce qu'on utilise des éléments roulants à la place d'un contact direct? C'est des concepts très importants en mécanique qui retombent très souvent au niveau des concours. Donc, on est au début de ce sujet, hein. On peut espérer que dans les 2 prochaines heures, on aura fait quasiment les 3/4, hein. Donc, au boulot pour lundi prochain, hein, là où on se revoit, hein. Et voilà, si vous bloquez sur une partie cinématique, passez à la partie statique. Si la partie statique, ça bloque, revenez sur la partie asservissement, hein, comme si vous étiez en sujet de concours. Et à la limite, minutez-vous. Dites-vous, est-ce qu'en 4 heures, c'est faisable? Essayez de voir quel est votre rythme, hein. Parce que bon, c'est un sujet de 4 heures, hein. OK? Ok. Bon, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine. Bonne fin de journée Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Et à lundi prochain. À lundi. Au revoir.